Donc, il n'y a plus d'argent ici, n'est-ce pas? Nous n'avons plus besoin de rester en relation avec elle, n'est-ce pas? Non, nous n'en avons pas besoin. Nous n'avons même plus besoin de nos parents. Qu'est-ce que vous voulez dire? Nous voulons dire que nous coupons les ponts avec vous. Il n'y a aucun intérêt à faire plaisir à une belle-mère sans le sou. C'est vrai. Ce sera un tracas de nous demander de l'argent ou de prendre soin de vous alors que vous n'avez pas d'argent à nous donner. Mieux vaut couper les ponts maintenant. Je comprends votre point de vue. Donc, votre héritage sera de 60 000 $, n'est-ce pas? Et nous sommes d'accord pour que ce montant serve d'indemnité pour mettre fin à notre relation parent-enfant, n'est-ce pas? Oui, c'est très bien. Après le décès de mon mari, mon fils et sa femme ont montré leur vrai visage. Ils m'ont présenté une déclaration de rupture, comme pour évacuer leur frustration face à l'échec de leur projet. 60 000 $, c'est beaucoup d'argent. Mais ils regretteront d'avoir pris cet argent. 2 ans après la mort de mon mari, j'étais assise sur un banc public et je mangeais du pain. Mon moment de paix a été interrompu par une voix familière. Et, ce n'est pas vous? Quoi? Elle a l'air si fatiguée, elle nourrit les pigeons dans le parc. Non, ce n'est pas moi. Ah. C'est vrai. Nous avons pris tout l'argent, donc vous devez être sans abri maintenant. Comment se passe la vie de sans-abri? Je n'en pouvais plus d'être en colère et je restais sans voix. Je soupire doucement et reprends mon repas. Maman, pourquoi nous ignorez-vous? Oh, c'est vrai, nous avons coupé les ponts, alors je ne devrais pas l'appeler « la femme à la noix », hein? Et si je l'appelais la sorcière sans-abri? Ouais, la clocharde sans-abri, ça marche. Mon fils et sa femme continuaient à se moquer de moi, profitant de mon silence. Ayant fini mon pain, il était temps de leur dire la vérité. Vous n'arrêtez pas de parler de sans-abri? Mais de qui parlez-vous? De vous, la sorcière des sans-abri. Je ne suis pas SDF. J'habite là-bas. J'ai indiqué un bâtiment et j'ai expliqué la vérité à mon fils et à sa femme. Qu'est-ce que c'est? Ils sont choqués par la vérité. Il était trop tard pour qu'ils regrettent quoi que ce soit. Je m'appelle Marie. Je suis une femme au foyer de 60 ans. Mon mari, Robert, a 67 ans et travaille encore. Il a quitté son emploi il y a une vingtaine d'années et a créé sa propre société d'informatique. L'entreprise s'est développée régulièrement, surtout au cours des 10 dernières années avec le succès d'un nouveau secteur d'activité, ce qui a entraîné une croissance rapide. Elle est aujourd'hui assez importante. Bien que tout cela soit grec pour moi, mon mari parle de science des données et de big data. Il a quitté son poste de PDG en raison de son âge, mais reste président du conseil d'administration. Cependant, il pense qu'il est temps de se retirer de ce rôle également. Nous avons un fils unique, Eric. Il n'a pas repris l'entreprise lorsque Robert a pris sa retraite. Il ne participe même pas aux activités de Robert. Je ne veux pas être perçu comme vivant au crochet de mon père, je ferai mon propre chemin. Après avoir obtenu son diplôme, il a rejoint une entreprise qui n'avait rien à voir avec l'informatique et a quitté la maison. J'avais espéré qu'il reprendrait l'entreprise de Robert, j'ai donc été un peu déçu. Mais, en tant que parent, j'étais également fier de son choix d'être indépendant et j'ai souri lorsque j'ai appris sa décision. Je ne vous forcerai pas. Faites ce que vous voulez. Robert semblait partager mes sentiments et il a encouragé Eric à suivre sa propre voie, même s'il avait l'air un peu déçu. Tout allait bien jusqu'à ce qu'Eric trouve un emploi. Il nous contactait rarement et ne rentrait à la maison que pour Christmas. Ces derniers temps, il ne vient même plus à la maison pour Christmas. Il se contente d'un coup de téléphone. C'est naturel pour les hommes, et tant qu'il va bien, c'est très bien. C'est ce que je me dis, mais j'aimerais quand même qu'il nous contacte davantage. Un jour, à l'improviste et bien avant Christmas, j'ai reçu un appel de sa part.
C'est rare que vous m'appeliez en dehors de Noël. J'ai quelque chose à vous dire. Je rentre bientôt à la maison. Quelles sont les nouvelles? Je vais me marier, alors je veux vous la présenter. Vraiment? J'étais heureuse d'avoir de ces nouvelles, mais j'ai été encore plus surprise par l'annonce de son mariage et je n'ai pas pu m'empêcher de m'exclamer bruyamment. Surpris par ma soudaine réaction, Robert, qui regardait tranquillement la télévision, s'est tourné vers moi. Je lui ai adressé un large sourire. Il avait l'air perplexe, n'étant pas encore au courant du mariage d'Éric. Un mois plus tard, Éric devait ramener sa fiancée à la maison. Éric ramènera bientôt sa future épouse. C'est encore dans 3 semaines. 3 semaines qui passeront vite. Depuis l'appel d'Éric, je répète tous les jours à Robert qu'Éric va bientôt rentrer à la maison. Robert a l'air d'en avoir assez, mais je ne peux pas m'empêcher de lui dire avec enthousiasme que la visite d'Éric approche pour l'annonce de son mariage. C'est dire si j'ai hâte d'y être. Mais cette annonce de mariage va m'apporter quelques soucis. Un mois plus tard, Éric et son fiancé Ashley sont venus chez nous. Nous sommes à la maison. Entrez. Papa attend dans le salon. Merci de nous recevoir. Ashley avait l'air jeune et son charme rappelait davantage celui d'une fille d'à accent grave côté que celui d'un mannequin de haute couture. Elle semblait nerveuse, regardant curieusement autour d'elle à l'entrée. Elle a continué à regarder autour d'elle pendant que je les conduisais au salon où Robert les attendait. Bienvenue. Veuillez vous asseoir. Dans le salon, Robert a demandé à Éric et Ashley de s'asseoir en face de lui. Je me suis assise à côté de Robert. Ashley regardait toujours autour d'elle avec curiosité. Me sentant un peu gênée par le fait qu'elle scrute notre maison, j'ai demandé. Y a-t-il quelque chose qui vous intrigue? Oh, non, c'est juste que c'est différent de ce que j'imaginais. Que voulez-vous dire par là? Éric a dit que son père dirigeait une grande entreprise. Ne dites pas une chose aussi embarrassante dès le départ. Les mots d'Ashley et la tentative précipitée d'Éric pour se couvrir nous ont fait rire, Robert et moi, en échangeant un regard. Notre maison vous a-t-elle semblé plus ordinaire que vous ne le pensiez? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ne vous inquiétez pas. Nous ne sommes pas très portés sur les choses matérielles. Même s'il dirige une grande entreprise, notre maison est de taille moyenne, et nous ne nous parons pas de marque ni ne mangeons des repas somptueux tous les jours. Je vois. Désolé d'avoir dit quelque chose de bizarre. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas lieu d'être nerveux, n'est-ce pas? Mon père n'est pas très rigide. Éric ne put s'empêcher de rire à son tour. Le rire d'Éric détendit Ashley, et à partir de là, la conversation se déroula sans problème. Elle avait l'air jeune, mais elle avait en fait 27 ans et une certaine maturité dans la conversation. Je m'étais inquiétée pour Éric, qui ne s'était pas marié même après avoir eu 30 ans, mais j'étais soulagée qu'il ait enfin trouvé quelqu'un de bien pour lui. 3 mois plus tard, ils se sont mariés. J'étais déjà bien contente, mais ce mariage a eu des conséquences inattendues. Bonjour, maman. Tout va bien là-bas? Oui, tout va bien. Papa et toi n'êtes plus tout jeunes, alors prenez soin de vous. Chaque fois que vous appelez, vous ne parlez que de ça, Éric. Depuis son mariage, il a commencé à nous appeler au moins une fois par mois. Ashley a probablement dû apprendre qu'il nous contactait rarement auparavant et l'a incité à nous appeler régulièrement. N'ayant pas l'habitude de nous contacter, Éric semblait toujours ne pas savoir de quoi parler et s'informait toujours de notre santé. J'aurais aimé qu'il parle davantage de son travail ou de sa vie de couple, mais je l'écoutais toujours avec une expression douce, heureuse d'avoir de ses nouvelles. Pour leur premier Noël après leur mariage, Éric et Ashley nous ont rendu visite. J'ai fait des pieds et des mains et j'ai préparé un repas de Noël fait maison pour les gâter. Cependant, Ashley semblait un peu insatisfaite. Ashley, y a-t-il quelque chose que vous ne pouvez pas manger?
Non, ce n'est pas ça. Je vais manger, merci. Ashley a souri et répondu, mais je n'ai pas manqué l'ombre fugace qui a traversé son visage lorsqu'elle a vu le repas de Noël. Elle a à peine touché à la nourriture. Je me suis demandé s'il y avait quelque chose qu'elle ne pouvait pas manger. Craignant d'avoir mis Ashley mal à l'aise, je n'ai cessé de jeter un coup d'œil sur elle, m'inquiétant beaucoup de sa réaction. Préoccupée par la réaction d'Ashley, je me suis retrouvée à parler moins que d'habitude, malgré la conversation animée entre Robert, Eric et Ashley. Finalement, alors qu'Eric et Ashley s'apprêtaient à partir, Eric m'a chuchoté quelque chose pour que les autres ne l'entendent pas. Maman, ces repas de Noël traditionnels ne sont plus vraiment dans l'air du temps. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Il n'y a rien de démodé dans un repas de Noël traditionnel, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'être démodé, mais le repas de Noël que vous avez préparé était plus conventionnel, n'est-ce pas? De nos jours, les gens optent souvent pour des repas de Noël plus uniques ou plus gourmands. Ashley espérait peut-être quelque chose de plus contemporain ou de plus somptueux. Vraiment? Je suppose que je ne suis pas au courant des dernières tendances en matière de repas de Noël. Je suis désolée. Je ne pensais pas que faire un repas de Noël était une chose pour laquelle il fallait s'excuser, même s'il s'agissait d'une tendance. Mais je m'inquiétais trop de l'impression d'Ashley. Je me suis surprise à m'excuser à voix basse auprès d'Eric. Après le petit incident du dîner de Noël, les appels mensuels se sont réduits à une fois tous les 2 ou 3 mois. J'étais abattue, pensant que j'avais contrarié Ashley avec le dîner. Voyant mon humeur, Robert m'a réconfortée. Ne vous inquiétez pas pour le dîner de Noël. Ashley ne serait pas fâchée pour ça. Eric est probablement occupé par son travail. Ou peut-être qu'il n'a pas le temps de répondre aux appels mensuels. Après tout, il n'avait pas l'habitude d'appeler du tout. Même une fois tous les 3 mois, c'est bien, non? Ces paroles m'ont un peu remonté le moral. Cependant, je n'arrivais toujours pas à me débarrasser d'un sentiment négatif persistant. Il semblait que cette émotion négative attirait encore plus de problèmes. 6 mois plus tard, Robert est tombé malade. Je crois que je ne peux plus travailler. C'est une bonne occasion de prendre ma retraite. Il semblait heureux d'être libéré de son travail alors qu'il était allongé sur son lit d'hôpital. Mais je le connaissais trop bien après plus de 30 ans de mariage. Il devait être frustré d'être contraint à la retraite par la maladie, et non par choix. Sa tentative de dissimuler ses inquiétudes derrière un sourire m'a transpercé le cœur. Naturellement, nous avons parlé à Eric de la maladie de Robert. Quoi? Papa est malade? Je viendrai le voir un jour. La réponse d'Eric au téléphone est indifférente. L'état de Robert s'est aggravé. Malgré cela, Eric et Ashley ne lui ont jamais rendu visite. Finalement, les appels tous les 3 mois ont cessé, et ils ne sont même plus venus à la maison pour Noël. Le temps a passé, 3 ans plus tard. Robert est décédé. Alors, papa est enfin parti, hein? Il avait plus de 70 ans et une entreprise florissante, alors je suppose qu'il était satisfait de sa vie. Même lorsque j'ai annoncé à Eric le décès de Robert par téléphone, sa réaction a été indifférente. Il s'est bien rendu à l'enterrement, mais il n'a rien fait. Une fois les formalités terminées, Eric et Ashley sont partis précipitamment. En les revoyant rire en montant dans la voiture, ma tristesse d'avoir perdu Robert a été remplacée par de la colère. Mais cette colère fut éphémère, et bientôt je fus à nouveau submergé par le chagrin. Il y avait tant de choses à gérer, comme la paperasserie et le nettoyage des affaires, mais je n'arrivais pas à avancer. Environ 1 mois après le décès de Robert, j'ai enfin commencé à me sentir un peu mieux. Il semble que le temps guérisse la plupart des blessures. Cependant, alors que je reprenais des forces, un nouveau problème est apparu. Un matin, alors que je faisais la lessive, on a sonné à la porte. Maman, ouvre.
J'ai vérifié le moniteur et j'ai vu Eric et Ashley debout. Interloqués par leur visite soudaine alors que ce n'était même pas un jour férié, je me suis dirigé vers la porte. C'est par là que se trouve la chambre que papa utilisait pour travailler. Attendez une minute. Alors que j'ouvrais la porte, Eric et Ashley firent irruption sans même me saluer et se dirigèrent directement vers la chambre que Robert utilisait pour travailler. Resté devant la porte, je me suis précipité à leur suite. Où se trouve-t-il ? Il doit être dans un de ces tiroirs. La porte de la salle de travail de Robert était restée ouverte et je pouvais entendre Eric et Ashley parler et fouiller dans les tiroirs. Que faites-vous tous les deux ? Eric et Ashley s'arrêtèrent et se tournèrent vers moi. J'avais une idée de ce qu'ils pouvaient faire, mais je priais pour me tromper. Il est temps de parler de l'héritage, n'est-ce pas ? Nous sommes donc venus chercher ce qui nous appartient. Robert dirigeait une grande entreprise et ne dépensait pratiquement pas d'argent, alors il doit y en avoir beaucoup, non ? Il semble que mes prières soient restées sans réponse. Eric et Ashley m'ont lancé ces mots et sont retournés fouiller dans les tiroirs. En les regardant agir comme des voleurs, j'ai perdu la volonté de les arrêter. Je l'ai trouvé. C'est ça ? Oui. Qu'y a-t-il à l'intérieur ? Respirant bruyamment, Eric et Ashley ont commencé à feuilleter les livrets de banque de Robert. Cependant, leurs visages s'assombrissent lorsqu'ils regardent les soldes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il n'y a presque pas d'argent là-dedans. Bon sang de bonsoir. Je suppose qu'il n'y avait pas autant d'argent que je le pensais. Il était clair qu'ils étaient venus chercher l'argent de Robert. Mais je ne comprenais rien à leur conversation et je restais là, hébété et sans expression. Maman, tu as eu une vie facile, mais en fin de compte, c'est toi qui as eu le plus petit bout du bâton, hein ? La voix d'Eric m'a ramené à la réalité. Alors que je reprenais mon attention, j'ai vu Eric et Ashley me regarder avec un sourire narquois. Toujours incapable de comprendre la situation, j'ai demandé à Eric, prêt à se faire ridiculiser. Qu'est-ce que vous voulez dire par avoir la peau de chagrin ? Pas besoin de jouer les idiots. Nous sommes au courant. Ashley a dit que la société de Robert a été absorbée par une autre juste quand il est tombé malade, n'est-ce pas ? Cela signifie qu'elle était déficitaire et qu'elle a dû rejoindre une autre société, n'est-ce pas ? Quoi ? De quoi parlez-vous tous les deux ? Une personne qui a une entreprise presque en faillite n'a pas beaucoup d'argent. Pourtant, je pensais qu'il resterait quelque chose puisqu'il était à la tête d'une grande entreprise. Mon plan a échoué. Oui, quelle déception. Attendez. Qu'est-ce que vous voulez dire par tout ça ? Je n'arrivais pas à comprendre la conversation entre Eric et Ashley, frustré, j'ai haussé le ton. Mais Eric et Ashley sont restés impassibles face à mes cris, arborant toujours leur rictus de méchants. Je n'ai pas rejoint l'entreprise de mon père parce qu'il me semblait que c'était un travail difficile, de s'occuper de toutes ces choses compliquées. Pourquoi y travailler si je peux hériter d'une fortune de papa dans le futur, n'est-ce pas ? J'ai pensé qu'il était plus intelligent de se la couler douce avec un travail moins exigeant. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. J'ai même essayé de rester de votre côté au début, en étant très gentille, en demandant à Eric de vous appeler, en supportant cet horrible dîner de Noël. Vous avez cessé de faire tout cela quand il est devenu clair que papa n'était pas du genre strict, n'est-ce pas ? Quand nous avons appris que Robert avait abandonné la société, nous nous sommes résignés à une vie normale, n'est-ce pas ? Il n'y avait plus d'avenir riche assuré. J'ai peut-être abandonné, mais j'espérais toujours qu'il y aurait 200 000 $ d'épargnés. Regardez ce livret. Il ne contient que 60 000 $. La fermeture d'une entreprise nécessite-t-elle beaucoup d'argent ? Eh bien, nous prendrons ces 60 000 $ avec gratitude. Pendant qu'Eric et Ashley radotaient, ma colère était sur le point d'exploser. Mais je serrai les dents et refoulai les mots qui menaçaient de sortir. Ah ! Qu'est-ce qui ne va pas, belle-mère ? Votre visage est tout rouge.
C'est vrai, il n'y a plus d'argent dans cette maison, n'est-ce pas? Plus besoin de s'embêter avec vous, n'est-ce pas? C'est logique. Je n'ai pas besoin d'un parent qui a ruiné mes projets. Quoi? Nous coupons les ponts avec vous, belle-mère. Cette maison n'a plus d'argent, n'est-ce pas? Inutile de faire plaisir à une belle-mère sans le sou. Nous ne voulons pas qu'on nous demande de l'argent ou qu'on nous dise de nous occuper de vous sans un sou. Mieux vaut couper les ponts maintenant. Je comprends votre point de vue. Donc, votre héritage s'élève à 60 000 $, et c'est l'indemnité qui met fin à notre relation de parents et d'enfants, n'est-ce pas? Tout le reste de la maison, je peux le prendre, n'est-ce pas? Oui, c'est bien. Je n'ai pas besoin de cette maison de toute façon, et je ne veux pas avoir de dette. Nous nous contentons des 60 000 $. Eric et Ashley sont partis en riant, comme ils l'avaient fait à l'enterrement de Robert. Je ne voulais même pas leur donner 60 000 $. 60 000 $, c'est beaucoup d'argent. Mais plus tard, ils regretteraient d'avoir pris cet argent. 2 ans après le décès de Robert, j'avais des courses à faire en ville. Se déplacer à mon âge, au milieu de la soixantaine, peut être assez épuisant. Me sentant fatiguée, j'ai décidé de me reposer sur un banc public. Je m'y suis installée avec un ouf et j'ai sorti un sandwich que j'avais acheté au supermarché pour un déjeuner simple. Alors que je mordais dans mon sandwich, des pigeons ont commencé à se rassembler autour de moi. Observer les pigeons m'a donné un sentiment de paix. En effet, ils sont des symboles de paix. Cependant, cette atmosphère sereine a été brisée par une voix familière. Ce n'est pas vous, Marie? Quoi? Regardez-moi ça. Elle a l'air si épuisée, à nourrir les pigeons dans le parc. Non, je ne nourris pas les pigeons. Oh là là. C'est vrai. Comme toujours, vous ne semblez pas dépenser d'argent pour les apparences. Oh, peut-être que vous n'avez plus d'argent depuis que nous avons tout pris, alors je suppose que vous êtes devenu un sans-abri. Comment se passe la vie de SDF? Eric et Ashley, comme d'habitude, ne m'écoutent pas. Ma colère est passée depuis longtemps? Et maintenant je reste bouche bée d'incrédulité. Je soupire doucement et reprends mon repas. Maman, pourquoi nous ignorer? Ah oui, on a coupé les ponts, alors je ne devrais plus vous appeler maman. Que diriez-vous d'une sorcière sans abri alors? Ouais, la sorcière sans abri, ça marche. Eric et Ashley, profitant de mon silence, continuent de dire ce qu'ils veulent en riant. J'ai fini mon sandwich, il est temps de leur dire la vérité. Vous avez parlé d'être sans abri, mais de qui parlez-vous? Vous, la sorcière sans abri. Je ne suis pas SDF. Je vis là-bas. Quoi? J'ai pointé du doigt un bâtiment. Eric et Ashley tournent lentement leur regard dans la direction que je leur indique. L'immeuble que je pointe du doigt semble petit de loin, mais c'est un bel appartement dans une tour. Je pensais que vivre dans une tour d'appartement était un peu exagéré au début, mais c'est en fait très pratique. Il y a des chambres sans obstacle pour les personnes âgées, et je vis dans l'une d'entre elles. De plus, comme le personnel soignant est présent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, je me sens en sécurité car je sais qu'il y aura toujours quelqu'un si j'ai besoin d'aide. Quoi? N'exagérez pas. Une sans-abri comme vous ne pourrait pas se permettre de vivre là, n'est-ce pas? En fait, cet endroit m'a été légué par Robert. Comment ça? Robert possédait 5 tours en copropriété. J'ai commencé à vivre dans l'une d'entre elles. Je suis propriétaire des autres, donc j'ai des revenus locatifs. Je n'ai pas à me battre pour vivre. Oh là là. Si vous devez mentir, faites au moins en sorte que ce soit crédible. C'est vrai. Je vais vous montrer des preuves. Je ne devrais pas vraiment vous les montrer, mais juste un petit coup d'œil. Je sors de mon sac des documents relatifs au contrat de propriété et de location de l'appartement de la tour et les montre à Eric et Ashley. Qui reste bouche bée.
Il se trouve que j'ai ces documents avec moi car ils sont liés à mes courses d'aujourd'hui. Il semblait dubitatif, mais après avoir vu ces documents, ils ont finalement compris que je disais la vérité. Où papa a-t-il trouvé autant d'argent? Vous semblez tous deux penser que l'entreprise de Robert était endettée et qu'elle a été rachetée, mais il s'agissait en fait d'une vente en bonne et due forme. Il a acheté les appartements de la tour comme investissement avec l'argent de la vente de sa société. C'est pourquoi il n'y avait que 60 000 $ d'économie. Je pense qu'il voulait aussi laisser en héritage autre chose que de l'argent liquide. Peut-être voulait-il faire quelque chose comme travailler puisqu'il a dû prendre sa retraite soudainement à cause d'une maladie. Eric et Ashley n'en revenaient pas de réaliser qu'ils n'avaient reçu que 60 000 $ alors qu'il y avait des appartements dans la tour. Mais dire qu'il y a 5 immeubles pourrait être une exagération, voire un mensonge, comme l'a mentionné Eric. La construction d'une tour de condominium coûte des milliards. 5 bâtiments nécessiteraient des centaines de milliards. Il est impossible d'obtenir une telle somme en vendant une entreprise, et même les grandes entreprises ne peuvent pas facilement construire 5 tours d'habitation en copropriété. Je ne suis donc pas le propriétaire d'un immeuble entier, mais plutôt un propriétaire partiel. Lorsque j'ai parlé de 5 immeubles, je voulais dire que j'étais propriétaire de logements dans 5 immeubles différents. J'ai parlé de 5 bâtiments pour simplifier l'explication. Eric et Ashley ont mal compris, pensant que j'étais propriétaire d'immeubles entiers. Mais je n'ai pas envie de les corriger. Posséder des logements dans 5 immeubles est tout de même considérable. Chaque unité achetée par Robert vaut plus de 10 millions de $. Posséder 6 logements représente plus de 60 millions de $. Robert a investi dans ses propriétés la quasi-totalité de l'argent qu'il a gagné en vendant son entreprise. L'achat d'une telle propriété a dû être agréable pour lui, le dernier gros achat de sa vie. Si vous en avez autant, ne pourriez-vous pas nous en laisser une, s'il vous plaît? Oui, ce n'est pas facile de gérer tout ça tout seul. Nous pouvons vous aider. Une fois qu'ils ont su que j'étais le propriétaire des appartements de la tour, Eric et Ashley sont devenus prudents dans le choix de leurs mots, leurs paroles sont devenues guindées. Leur volte-face était tout à fait remarquable. Bien sûr, je ne pouvais pas faire confiance à de telles personnes. Des étrangers éloignés n'ont pas besoin de s'inquiéter pour moi. Mais, attendez un peu. Même si nous avons rompu les liens, nous sommes toujours de la même famille. Cela signifie que lorsque vous serez parti, les propriétés seront automatiquement les miennes, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Pas besoin de se flatter auprès de cette vieille dame maintenant. Eric et Ashley se remirent à sourire, comme des méchants. Mais je n'avais pas l'intention de transmettre le précieux héritage de Robert à des personnes aussi malveillantes. Malheureusement pour vous, je ne vous les donnerai pas. Vous comptez rédiger un testament qui me désavoue? C'est inutile. Je sais que le droit d'un enfant à hériter ne peut pas être facilement supprimé. C'est pourquoi j'ai l'intention de disposer des biens à la fin. Quoi? J'ai l'intention de transférer la propriété aux connaissances de Robert. Qu'est-ce que c'est? L'un des 6 logements de l'immeuble est ma résidence. Tandis que les 5 autres sont occupés par des connaissances de Robert. Elles sont toutes mariées et ont leur propre entreprise. Il est donc peu probable qu'elles déménagent avant que je ne rejoigne Robert. Il n'y a donc pas d'inquiétude à avoir quant au logement vacant. Ces personnes, qui m'ont soutenu et à qui Robert était redevable de son vivant, hériteront des appartements lorsque je ne serai plus là. Je pense que c'est beaucoup mieux que de les confier à Eric et Ashley. En outre, j'ai l'intention de faire don à l'entreprise de Robert de l'argent qui s'accumule lentement grâce aux revenus locatifs. Ce n'est peut-être pas une grosse somme, mais comme j'ai déjà donné 60 000 $ à Eric et Ashley, je ne veux pas leur donner un centime de plus. Quand je partirai, je m'assurerai qu'il ne reste rien pour vous. Qu'est-ce qu'il y a? Eric semble perdre toutes ses forces en réalisant que je n'ai pas l'intention de laisser quoi que ce soit derrière moi, et s'effondre sur le sol. 60 000 $, c'est une somme importante,
mais qui n'est pas au-dessus de la capacité de gain d'Eric. S'il regrette d'avoir abandonné les propriétés pour seulement 60 000 $, c'est inévitable. Il n'est pas très agréable de discuter de projets après ma mort. Mais je suis satisfait de voir les visages paniqués d'Eric et d'Ashley. Bon, j'ai des courses à faire, alors je vais y aller. Au revoir, étrangers séparés. J'ai quitté le parc d'un pas alerte. Eric, qui n'a pas eu accès aux propriétés, était tellement frustré qu'il a acheté un petit immeuble en copropriété. Mais comme il a agi à la hâte et sans connaissance suffisante, il a du mal à trouver des logements vacants. Et l'entreprise continue d'être déficitaire. Il a investi toutes ses économies et contracté des emprunts, de sorte qu'il ne pourra pas continuer indéfiniment et devra probablement vendre. Dans ce cas, il se retrouvera avec des dizaines de millions de dettes. Pire encore, s'il ne trouve pas d'acheteur. Dans ce cas, il devra démolir le bâtiment pour vendre le terrain. L'idée que les frais de démolition s'ajoutent à sa dette est effrayante. Pendant ce temps, je vis confortablement dans mon appartement dans une tour sans obstacle. Entouré de personnes qui avaient une dette envers Robert et qui s'occupent de moi, je ne ressens pas la solitude souvent associée à une personne âgée vivant seule. La journée s'annonce ensoleillée, alors peut-être que j'irai encore me promener dans le parc.